Le samedi 13 avril 2024, l'atelier d'histoire critique recevait Denis Cognot, professeur associé à la Paris School of Economics et directeur d'études à l'EHESS. Denis Cognot est venu nous présenter son ouvrage « Un empire bon marché », paru au Seuil en 2023. À partir des années 1830 et de la conquête de l'Algérie, la France s'est lancée dans la conquête de son second empire colonial. En Algérie, à Madagascar, en Indochine, en Nouvelle-Calédonie, en Afrique occidentale et équatoriale, mais aussi en Tunisie, au Maroc et après la Seconde Guerre mondiale au Cameroun, au Togo, au Liban et en Syrie. L'un des aspects les plus frappants du colonialisme français des 19e et 20e siècles, étudié par Denis Cognot, est son faible coût pour la métropole, quand bien même l'empire colonial français a couvert une superficie jusqu'à 20 fois supérieure à celle de la métropole. Grâce à un long travail d'archives et d'analyse statistique, Denis Cognot décrit ainsi avec une grande précision les États coloniaux et leur fonctionnement, à travers notamment la fiscalité, le recrutement militaire, les flux de capitaux et les inégalités. Ainsi, il nous montre qu'à aucun moment de l'histoire impériale française, l'écart béant de richesse entre la France et ses colonies n'a été réduit. Enfin, Denis Cognot nous démontre également que dans la période qui a suivi les indépendances, les États-nations nouvellement créés ont largement reconduit des formes d'organisation étatique héritées de la période coloniale. Bonne écoute. Donc aujourd'hui on a le très grand plaisir de recevoir monsieur Denis Cognot. Je vais me contenter de lire la présentation de notre auteur sur la 4e de couverture de son ouvrage. Denis Cognot, professeur à l'école d'économie de Paris, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, à l'EHESS. Et tu es ici aujourd'hui avec nous pour nous parler de ton ouvrage qui s'intitule « Un empire bon marché, histoire et économie politique de la colonisation française, 19e siècle, 21e siècle ». L'ouvrage est paru au Seuil en janvier 2023. Ça fait un an que comme tu dis, tu fais un peu le service après-vente, mais merci de venir encore en avril 2024 pour parler de cet ouvrage. Alors, on va organiser la rencontre comme d'habitude. On va faire sous forme d'entretien. Je vais poser 4-5 questions. Bon, j'en ai beaucoup plus que 4-5, donc je vais essayer de ne pas trop dépasser. Donc on va essayer de s'entretenir entre 45 minutes et 1 heure. Puis après, on aura une demi-heure pour l'échange avec le public si vous avez des remarques. Donc, en tout bon docte, enseignant ou étudiant en histoire, je vais proposer qu'on discute d'abord des termes de ton sujet, puisque l'ouvrage s'appelle « Un empire bon marché », donc je propose de définir et de contextualiser dans le temps et dans l'espace le premier des termes qui apparaît sur la couverture, donc la notion d'empire. Donc, question, peut-être un peu triviale, mais qu'est-ce qu'un empire? Quelle est la définition que tu retiens de l'empire? Comment on définit ça? Et surtout, puisque c'est l'objet principal de ton livre, comment tu définirais le second empire colonial français, qui est le cœur de ta réflexion, qui est l'objet sur lequel tu te penches davantage. Alors, le second empire colonial français, qu'est-ce que c'est? Dans quelle mesure? Alors, excusez-moi pour les personnes pour qui ça pourrait être évident, mais ça n'est peut-être pas pour tout le monde. Le second empire colonial français, à ne pas confondre avec l'empire avec une majuscule, qui est la période bonapartiste notamment. Donc, est-ce que tu peux revenir poser 2-3 bases définitionnelles sur ton propos? Je peux le faire. Je peux essayer en tout cas. Mais sur la définition d'un empire, je ne suis pas sûr d'être très original à cet égard. Hein. J'ai pas forgé ma propre définition personnelle. Hein, moi, je reprends volontiers, en tout cas, la définition proposée par les historiens américains Frederick Cooper, Jane Burbank et Frederick Cooper, qui ont écrit un très grand livre sur les empires à travers l'histoire. Bon, la notion d'empire, c'est bien qu'il y a un empire romain, empire assyrien, etc. Donc les empires, l'histoire humaine est remplie d'empires de divers formats et avec diverses extensions géographiques et temporelles. Mais malgré tout, ils ont quand même quelque chose en commun, c'est qu'il y a une partie d'expansionnisme territorial de toute façon, hein, donc ce sont des constructions qui ont une vocation d'expansion territoriale, soit en connexité, c'est-à-dire l'empire tsariste russe vers l'Asie centrale, soit outre-mer. Alors peut-être que d'une certaine manière, ce qu'on va appeler colonial, souvent c'est précisément l'extension
outre-mer. Quand on va aller beaucoup plus loin qu'on irait sinon. Donc il y a cette partie d'expansion territoriale, et sur les territoires, dans les territoires qui sont conquis, sur les populations qui sont donc assujetties, des distinctions, une distinction hiérarchisée qui va faire qu'on va avoir dans un empire des citoyens de plein droit et puis des sujets qui seront dans les territoires qui auront été conquis, mis sous tutelle. Et voilà. Et ça se retrouve à peu près dans à peu près tous les empires auxquels on peut penser, y compris l'Empire romain, bien sûr, voilà, et avec cette partie coloniale, etc. Donc après, je passe tout de suite sur le second empire colonial. J'ai pris quelques diapos, donc non, mais je vais faire, si ça, je pense que, voilà, peut-être ça peut servir. Il y a 2 colonisations françaises, donc évidemment, je ne vais pas faire un jeu. Je pense que tout le monde est un peu au courant quand même. Mais ce qu'on appelle traditionnellement le second empire colonial français, alors donc il y a effectivement, on ne va pas confondre avec le premier empire de Bonaparte, mais non plus avec le second empire de Napoléon III, ce qu'on appelle en général le premier empire colonial, c'est cet empire qui a été construit sur la base d'un colonialisme qu'on peut appeler mercantiliste d'un côté, esclavagiste de l'autre. Il porte sur le Nouveau Monde, sur les Antilles, pour ce qui concerne beaucoup la France, Antilles, Guyane, Réunion, à l'époque Saint-Domingue, qui est aujourd'hui Haïti, qui est perdu en 1804, etc. Donc le second empire colonial, c'est celui qui se construit après la perte d'une grande partie du premier empire colonial, à la suite de la guerre de 7 ans, perdue par Louis XV, et puis à la suite des aventures napoléoniennes. On voit bien que Haïti, la révolte des esclaves à Haïti, va faire que Haïti ne sera plus une colonie française à partir de 1804, donc sous l'empire napoléonien. Voilà. Et donc à partir de cette perte-là du Canada, de la Louisiane, etc., on renaissent, disons, des ambitions coloniales. Je crois que vous avez reçu David Todd, ici, à l'atelier d'histoire critique, aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle Un empire de velours, d'une certaine manière, sur le début du 19e siècle français, et au moment où commencent à se reconstruire des ambitions coloniales, mais qui sont plus généralement à l'intérieur d'une vocation impérialiste, on pourrait dire, de la France, qui cherche à avoir de l'influence dans des endroits où en définitive, elle n'aura pas d'implantation coloniale, comme par exemple l'Égypte. Alors, ce qui est très important de voir, c'est que ce second empire colonial, il vient après la Révolution française, tandis que le premier empire, c'est un empire qui a été construit par les monarchies françaises. Il vient après la Révolution française, d'un côté, et puis il vient largement après la Révolution industrielle. En 1830, au moment de la conquête d'Alger, la Révolution industrielle est déjà bien entamée. Et donc, c'est pas le cas unique de la France. Ce sont des puissances européennes, comme la France, comme la Grande-Bretagne, qui sont déjà dans la révolution industrielle, qui vont se lancer dans une seconde phase donc, de colonialisme, qui cette fois ne va plus porter sur le Nouveau Monde, mais sur un large ancien monde, l'Afrique d'un côté, l'Asie de l'autre. Voilà. Et donc, pour ce qui concerne la France, c'est vrai que le point de départ, c'est la conquête d'Alger en 1830. C'est encore une monarchie, c'est encore Charles X. Charles X espère d'ailleurs que ça va lui éviter de chuter, mais en fait, peine perdue, il va quand même chuter. Mais la principale expansion coloniale de cette seconde phase, elle se fait après 1870, donc sous la Troisième République. Et donc, d'un certain point de vue, le colonialisme dont il est question là, c'est même un colonialisme dont les théoriciens, ou disons les doctrinaires, se disent oh, le colonialisme d'avant, esclavagiste, etc., c'était pas bien du point de vue du libéralisme politique, et c'était pas bien même du point de vue de la rationalité économique. Et c'est un autre colonialisme, une autre doctrine coloniale qui va s'élaborer, et donc c'est pour ça que c'est un second, qui est, et on peut dire que c'est une sorte de colonialisme libéral d'un côté, qui se donne comme libéral, et industrialiste. Et peut-être
la concentration de cet industrialisme libéral, c'est la justification par une mission civilisatrice. Hein. On va se dire, la raison pour laquelle on va justifier cette expansion coloniale, c'est qu'on va répandre les bienfaits qu'on estime en France, mais en Grande-Bretagne aussi, en Europe en général, avoir déjà acquis les bienfaits du commerce, les bienfaits de la science, hein, on est à l'époque de Jules Verne, etc., et les bienfaits du bon gouvernement acquis à travers les révolutions politiques, etc. Et donc c'est cette mission civilisatrice qu'on va se donner qu'on va se donner de propager, hein, voilà. Ça c'est la justification, hein, évidemment. Hein, voilà. Et donc voilà. Alors en France, cette mission civilisatrice, elle est portée par des libéraux, hein, elle est portée notamment par Tocqueville, etc. Mais elle est aussi portée d'un autre côté par une originalité française qu'on appelle les Saint-Simoniens, qui sont des industrialistes sociaux, hein, et qui vont être particulièrement actifs dès le départ sur l'Algérie. Mais enfin, je m'arrête là parce que sinon... Tu as vu ma liste de questions, donc je faut pas trop. Du coup, si on reste sur les mots qui figurent sur la couverture de l'ouvrage, on peut réfléchir au choix de périodisation, parce qu'en fait c'est un peu étonnant, parce que on part donc du 19e siècle, ce qui paraît un peu logique, mais tu nous proposes une histoire et une économie politique de la colonisation française du 19e au 21e siècle, et là on comprend immédiatement que tu fais le lien avec aujourd'hui, avec du présent. Est-ce que tu peux dire un mot sur le choix de cette périodisation? Et puisqu'on vient de travailler la notion d'empire, est-ce que c'est exactement le même impérialisme auquel on a affaire en 1830? Et est-ce que c'est le même, quel substrat cet impérialisme aujourd'hui? Qu'est-ce qui demeure de cet impérialisme aujourd'hui? Puisqu'a priori, tu nous proposes une histoire qui court jusqu'au présent. On n'a pas prêt. Enfin, je prends. C'est pas dans l'ordre, on sait pas. C'est pas dans l'ordre, hein, on est d'accord. Hein, mais voilà. Où est-ce que je peux trouver quelque chose là-dessus? Je dirais quelque chose là-dessus, bien sûr. Oui, j'ai choisi effectivement de mettre 21e siècle comme fin de période, parce qu'effectivement, dans le livre, on va jusqu'à là. Il y a un dernier chapitre qui effectivement parle, par exemple, du franc CFA, de diverses choses, donc des questions tout à fait actuelles et qui sont des questions, qu'on aime le terme ou pas, qui sont des questions qu'on peut qualifier de postcoloniales de façon tout à fait claire. Et donc il y a des questions postcoloniales, et oui, je dis dans les livres, la décolonisation. Alors je vais faire la différence entre le processus des indépendances, donc je crois qu'il faut faire attention avec les termes, et le processus de décolonisation. Souvent, les indépendances, on les appelle les décolonisations, mais la décolonisation, c'est un processus, c'est pas une indépendance, c'est un moment officiel, voilà, on a une indépendance, et donc je considère que la décolonisation, d'une certaine façon, elle n'est pas achevée, encore à l'heure d'aujourd'hui, elle n'est pas achevée voilà, parce qu'il y a encore des traces tout à fait persistantes, hein, disons, hein, de la période coloniale dans les relations. Alors bon, là, il y a des choses qui sont très connues, très connues, notamment par survie aussi, et qui tournent autour de la question de la France-Afrique, etc. Bon, les connexions entre l'ex-métropole et ses ex-colonies sont économiques, à travers l'aide financière d'État à État, le commerce, les investissements, la monnaie, le franc CFA. Il y a des connexions politiques à travers des influences, ingérences, interventions militaires. Influences, ingérences qui d'ailleurs sont réciproques, hein, dans les deux sens. Hein. Il y a aussi des dirigeants africains qui ont financé des partis politiques en France. Donc c'est souvent parfois du donnant-donnant entre des élites d'ici et des élites de l'autre rive. Hein. Et puis évidemment la question migratoire. Je voudrais insister sur le deuxième point qui est moins souvent soulevé, qui est un peu l'originalité du livre. C'est le deuxième type d'héritage. Il y en a d'autres, hein, des héritages, hein, je pense, mais c'est l'héritage en termes de structure des États et des économies. Je soutiens un peu dans le livre que les États coloniaux, bon, personne ne tombera de sa chaise d'apprendre que les États coloniaux étaient des États autoritaires, bon, même militaro-policiers en réalité, qu'ils étaient inégalitaires, personne non plus va tellement tomber de sa chaise, hein, inégalitaires ne serait-ce que dans la dimension citoyen-sujet dont je parlais tout à l'heure, qui va être largement une dimension raciale par ailleurs, hein, de toute manière. Et ce que je soutiens dans le livre, c'est que deux caractéristiques d'autoritarisme et d'inégalitarisme, c'est pas très joli mot, mais
de ces États coloniaux vont finalement être reconduites, hein, d'une certaine manière, dans bien des cas, après les indépendances, donc par les États nouvellement indépendants, post-coloniaux, etc. On trouve des structures très vite, d'ailleurs, les États deviennent, enfin les systèmes politiques deviennent monopartisans, enfin un parti unique, on a un parti unique très, très largement, jusqu'à la vague de démocratisation des années 90, mais pendant très longtemps on a un parti unique, et on a en fait, on voit, et d'une certaine façon, en cohérence avec des critiques très précoces qui ont été émises par Frantz Fanon, qui est pourtant mort en 1961, donc il y avait quand même un peu de vista de ce point de vue-là, par Samir Amin. Donc c'est des gens d'obédience, bon, pas très à droite, mais d'obédience assez diverse. Hein. Samir Amin est marxiste très clairement, etc. Et puis René Dumont, qui a été le premier candidat à la présidentielle, candidat écologiste à la présidentielle en France en 1974. Et c'est des gens qui vont dire, mais attendez, les États là tels qu'ils se construisent, ça va pas. Les élites qui prennent le pouvoir ont un peu tendance à reprendre un peu les mêmes structures, à se mettre dans le costume des anciens administrateurs coloniaux et à se trouver bien à l'aise avec ça. Et donc, d'une certaine façon, là aussi, il y a une postcolonialité parce qu'il y a des États qui, finalement, fonctionnent avec la fiscalité telle qu'elle était, qui va pas tellement qui va évoluer seulement graduellement et qui vont en fait aussi devenir encore plus dépendants et même largement plus dépendant des exportations de matières premières et des ressources tirées des matières premières que ne l'étaient les États coloniaux. Donc on va même avoir un renforcement des caractéristiques en termes économiques, hein, pour un économiste comme moi, de ces caractéristiques de la dépendance aux exportations de matières premières, etc. Et bon, après, les conséquences de tout ça, c'est ce que je décris aussi dans le livre, des déceptions du développement, un incivisme fiscal qui se développe dans les pays africains dont je parle, la fuite de capitaux, etc. etc. Mais voilà, donc pour dire pourquoi 21e siècle, c'est un peu ça que je veux dire. Ouais. Alors on va revenir du coup sur le 19e et on va donc expliquer cette expression, le choix de ton titre, hein, un empire bon marché. C'est la thèse principale du livre, hein, l'empire colonial français, le second empire colonial français aurait été bon marché. Alors il va falloir que tu nous expliques pourquoi le choix de cette expression, mais juste pour qu'on replace un peu l'enjeu du livre. Alors on est dans une réflexion évidemment historique, mais là on touche évidemment à des questions qui sont éminemment politiques, puisque en fait ton travail est un peu une réponse à la thèse de Jacques Marseille qui a été publiée en 1984 et qui soutenait qu'en fait le colonialisme n'avait pas tant profité que ça au capitalisme français. Alors, en fait, on a quelqu'un qui a fait des recherches et qui dit bon, c'est compliqué de trancher, est-ce que d'un point de vue économique le colonialisme, est-ce qu'il n'a pas plus coûté qu'autre chose, est-ce qu'il a permis vraiment l'enrichissement des acteurs privés de la métropole française. Donc il y a, et en fait on comprend aussi qu'il y a tous ces discours qui peuvent nous ramener aussi au Roland des discussions sur les aspects positifs du colonialisme, la mission civilisatrice du colonialisme, etc. Donc tout ce qu'on a entendu en 2006 notamment sur ces questions-là. Et toi tu te dis qu'en fait l'empire colonial français il a été bon marché, c'est-à-dire qu'il a quasiment rien coûté à la métropole et aux contribuables français. Est-ce que tu peux revenir? Donc là on est sur le cœur de ta thèse en fait. Ouais. Bon, voilà, je me diapo. Oui, donc c'est un empire bon marché au premier chef parce que tout compte fait, et ça nous a pris, quand je dis nous, c'est pas un nous de majesté, hein, c'est juste, je vais travailler avec une petite équipe, donc ça nous a pris un certain temps de faire ces comptes, presque 10 ans en fait. Hein. Quand on fait bien les comptes, l'empire colonial français, donc des 19e et 20e siècles, hein, entre 1830 et 1962, l'indépendance de l'Algérie, n'a très peu coûté aux contribuables, déjà, aux contribuables métropolitains. Hein. Donc il est bon marché en tant que tel, et d'une certaine façon, c'est pas un hasard, hein, c'était une véritable doctrine que s'était fixée l'État métropolitain, et même une doctrine qui a fini par être incluse dans la loi à partir de 1900, que les colonies devaient largement s'autofinancer. Et donc, ça ne devait pas trop coûter, ne devait pas coûter en transfert de l'État métropolitain ou du contribuable métropolitain vers l'outre-mer, comme on disait à ce moment-là. Alors, ça a peu coûté pendant très longtemps.
ça a commencé à coûter quand même un peu cher à partir des guerres d'indépendance, et là aux contribuables, mais aussi aux conscrits envoyés en Algérie aussi, hein, voilà, aux contribuables métropolitains. Alors, la face inverse de cet empire bon marché, c'est un empire qui a pu être bon marché parce qu'il s'est autofinancé, hein, comme on dit, hein, c'était la loi qui d'ailleurs l'imposait, grâce à des États coloniaux qui, étant forts militairement, ont été également relativement forts, relativement performants fiscalement, pour prélever une ressource fiscale substantielle, significative, sur les populations colonisées et placées sous le contrôle colonial. Donc l'Empire, il a été bon marché pour le contribuable métropolitain, mais plutôt plutôt coûteux pour les populations mises sous tutelle. Alors, les colons français qui étaient en Algérie payaient aussi des impôts, hein, je ne dis pas le contraire, il y en a qui ont aussi payé. Mais par exemple, le traitement fiscal des colons ou des expatriés français était toujours beaucoup plus généreux que celui qu'ils auraient eu s'ils étaient restés en métropole. Hein. Donc, il aurait été encore, on aurait encore mieux prélevé l'impôt si en plus on avait taxé les colons comme on aurait dû les taxer s'ils étaient en métropole. Voilà. Donc ça c'est la partie, disons, fiscale d'une certaine façon de l'Empire bon marché, c'est que pour que quand même des administrations coloniales marchent, hein, pour que l'administrateur, même le gouverneur général, hein, de l'Afrique occidentale française, pendant très longtemps, jusqu'à une période très tardive, était payé directement par les impôts qui étaient prélevés en Afrique occidentale française. Il n'était pas payé par les impôts prélevés en France. Voilà, donc du coup, la métropole entendait relativement peu parler des colonies, mais d'ailleurs, dans les débats français, sauf au moment critique, les guerres de conquête, quand ça se passait mal, et évidemment, pendant les guerres d'indépendance, quand la résistance des colonisés était aussi assez forte, en France, on parlait plus, je ne sais pas, enfin, de général Boulanger, de l'affaire Dreyfus, de toutes sortes de choses qu'on parlait des colonies. Donc il y avait un moment de gloriole quand il y avait une exposition coloniale, etc. Mais d'une certaine façon, on parlait relativement peu. Et donc, d'une certaine façon, pour revenir à le livre de Thomas en particulier, par exemple, l'Empire qui ne veut pas mourir, d'une certaine façon, l'Empire informel, la France-Afrique, aujourd'hui, pendant très longtemps, on n'entendait pas tellement parler non plus, d'ailleurs. Donc, d'une certaine façon, cet empire informel de la France-Afrique post-coloniale, c'était aussi un empire relativement discret, disons. Alors l'autre aspect qui est là, alors donc c'est une première contradiction apportée à Jacques Marseille. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui font de l'histoire économique de la colonisation française. Ça se compte sur les doigts d'une main, je crois vraiment. Donc Jacques Marseille, l'ouvrage de Jacques Marseille a longtemps fait autorité. Effectivement, c'est un ouvrage issu d'une thèse qui est publiée en 1984 sur laquelle il a fait plusieurs rééditions et puis une préface, etc. Et donc le sous-titre de son livre, qui s'appelle Empire colonial et capitalisme français, le sous-titre c'est Histoire d'un divorce. Donc il raconte un divorce soi-disant divorce entre l'empire colonial et le capitalisme français, avec l'idée qu'il y a eu un mariage, probablement pas d'amour, mais un mariage quand même, au départ, et puis qu'ensuite, au bout d'un certain temps, le capitalisme français a souhaité divorcer, ou en tout cas, selon lui, aurait considéré que finalement les colonies ça valait pas, ça a eu payé, mais ça payait plus beaucoup, en particulier à la fin, dans l'entre-deux-guerres et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Donc moi je m'inscris en faux sur cette thèse, voilà, c'est pas mon objectif au départ, à vrai dire. Hein, je me suis pas dit tiens Jacques Marseille, je vais voilà. Vraiment au cours du temps. Je me suis rendu compte que, d'une part, la description de l'empire colonial comme un fardeau financier était faux du point de vue du contribuable, d'un côté, et la description de l'empire colonial comme un fardeau aussi pour le capital français qui avait beaucoup investi, mais dont les taux de profit avaient chuté énormément après 1945, ça me semble faux aussi. Hein. Et d'ailleurs, en fait, le capital français, alors c'est une fraction du capital français, entendons-nous, hein, c'est pas tout le capital français n'était pas investi dans les colonies. Hein. Une fraction du capital français était intéressé par les colonies et est resté intéressé par les colonies jusqu'au dernier moment. Même une partie des patrons français qui sont actifs en Algérie, etc., vont être surpris même par les nationalisations qui vont venir après 1962, etc. Ils vont être même surpris parce qu'ils pensaient que ça se passerait mieux, que les choses, voilà, qui pourraient rester plus facilement, disons. Hein. Donc il y a
cet aspect-là. Alors, en fait, le livre, en même temps, ne dit pas que l'Empire colonial français a énormément enrichi la métropole. C'est pas toute la richesse française ne vient pas de l'Empire colonial. Donc, en fait, le poids est quand même limité. Quand on fait le calcul, si on prend les actifs, donc les actifs possédés par les Français sur les entreprises coloniales, les titres d'emprunt même que les gens avaient, parce que les États coloniaux émettaient des emprunts, qui étaient toujours remboursés d'ailleurs, et on pouvait avoir des bons de l'emprunt émis par le gouvernement général de l'Afrique occidentale française. Si on compte aussi le capital des colons, notamment dans les colonies peuplement du Maghreb, en Algérie au premier chef, mais aussi en Tunisie et au Maroc, ça fait 2 à 10% de la richesse mobilière. La richesse mobilière, ça veut dire la richesse totale française hors terres et logements. Alors évidemment, si on prenait encore les terres et les logements, ça ferait encore moins en pourcentage. Les terres et les logements, ça fait beaucoup. Donc ça fait 2 ou 3, 10%. Donc vous pouvez trouver que c'est beaucoup, pas beaucoup. Ça monte à 10% quand la France s'appauvrit en particulier. Et donc c'est pour ça que l'Empire colonial a toujours joué un peu un rôle de matelas de sécurité pour le capitalisme français. Donc quand la France est appauvrie juste après la Première Guerre mondiale, et puis pendant la grande crise des années 30, et puis au moment de la reconstruction après 1945, à ce moment-là, le commerce colonial représente presque un tiers du commerce de la France, le commerce avec les colonies, importation et exportation avec les colonies, et puis dans la richesse française, ça monte à 10%. Voilà, donc ça fait... Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a dû faire ces calculs, parce que quand on lit la littérature là-dessus, on trouve évidemment des exemples d'échecs flagrants. Donc il y a des patrons qui disaient « non, mais ça va, vous voyez bien, ça ne marche pas, on a échoué ». Et donc il y a effectivement des échecs tout à fait retentissants, même avec des scandales par ailleurs d'exploitation du travail forcé, etc., des échecs retentissants. Et puis de l'autre côté, on trouve des succès, Michelin avec ses plantations du caoutchouc en Indochine, Le Sieur avec les arachides et l'huile d'arachide, etc. Les premières huileries d'arachide de Le Sieur étaient à Dunkerque, pas à Lille, désolé, mais voilà. Donc voilà, on trouve à la fois des échecs et des voilà. Donc si on fait pour faire le bilan total, il faut compter, et donc c'est comme ça qu'on arrive à 2 ou 10%. Et on arrive aussi alors je ne vais pas rentrer dans des choses techniques, mais on arrive aussi à se représenter quels ont été les retours de capitaux des colonies vers la France. Et là, c'est encore une contradiction avec Jacques Marseille. Jacques Marseille croit que les balances commerciales des colonies avec la France lui indiquent qu'il y a eu de très forts flux de capitaux de la métropole vers la France, donc il estime être à la fois public et privé. Et là-dessus, et donc c'est là qu'il dit que la métropole a été très généreuse, de cette façon. Et en réalité, Jacques Marseille fait une erreur comptable. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est détaillé dans le livre, etc. Il fait une erreur comptable parce qu'il oublie les dépenses militaires. Les dépenses militaires françaises étaient payées par le contribuable. Et donc ces dépenses, j'ai déjà dit qu'elles étaient modiques, même si en fait, dans le total des dépenses acquittées par le contribuable français, tout au long de la période coloniale, et même pendant les guerres d'indépendance, les dépenses militaires, c'est 80%. C'est les 4/5 des dépenses du contribuable français dans les colonies. C'est les 4/5 de dépenses militaires. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on paye les officiers français qui sont sur place, on paye les troupes indigènes, comme on disait à l'époque, qui sont sur place, etc. Enfin, on les paye, on les entretient, on ne les paye pas, ils ne sont pas rémunérés, ils sont des conscrits. Voilà. Donc, et ce flux de dépenses militaires, en réalité, suffit à compenser les déficits de balance commerciale que Jacques Marseille avait constatés, et à la fin, suffit à renverser l'argument comptable de Jacques Marseille. Et donc à montrer que, pour l'essentiel, ce qui a dominé dans les flux des flux de capitaux entre les colonies et la France, c'est les flux sortant des colonies, et pas des flux entrant depuis la métropole. Non, c'est des flux qui sont sortis des colonies. Et ces flux qui sortent des colonies, ils sont en particulier très très élevés à la fin de la période coloniale. Je ne vais pas vous montrer tous les chiffres, mais voilà. Là, c'est en pourcentage du PIB des colonies. Alors là, c'est même pas nos chiffres, mais nous, on a fait les calculs pour toute la période coloniale. Mais là, la Banque de France n'a commencé à faire les calculs qu'en 1952. Donc c'est un peu tard pour l'ensemble de la période coloniale. Mais ça, c'est des flux de retour de capitaux. Donc, vous voyez en particulier que en pourcentage du revenu des colonies. Donc ça veut dire que, par exemple, là, dans le cas de l'Indochine, vous voyez, c'est 10% du revenu total de l'Indochine revenait chaque année, annuellement, en France, juste avant l'indépendance de l'Indochine, qui est en 1954.
Vous voyez, dans le cas de l'Algérie, on a, au début de la guerre d'Algérie, on a déjà des retours de capitaux, là, au début de la guerre d'Algérie, 54, 55, hop, après ça se calme un peu, et puis là ça sort carrément du graphique, c'est les pieds noirs qui reviennent avec, alors ils ne reviennent pas avec les terres, hein, évidemment, on ne peut pas les avoir dans ces valises, mais ils reviennent avec un grand nombre de capitaux malgré tout. Donc il y a eu beaucoup de retours de capitaux, et en particulier au tournant des indépendances, et ça a continué après. Peut-être que j'aurais dû préciser en introduction qu'on avait en fait un ouvrage d'histoire économique, je pense que vous l'avez compris. Donc du coup, il y a quand même pas mal de graphiques, de chiffres, et donc tu expliques notamment que à toutes les périodes considérées dans ton étude, les dépenses militaires ont constitué 80% du coût budgétaire de l'Empire. Donc ce que tu expliquais, c'est que ça explose notamment après 1945, parce qu'on a les mouvements indépendantistes qui commencent à être de plus en plus organisés dans les colonies, et que là, en fait, c'est la métropole qui s'accroche et qui ne veut pas lâcher ses colonies. Et donc on voit en effet, tu as deux entrées, hein, c'est ce qu'on dépense d'un point de vue du maintien de l'ordre, et qui, en plus, tu l'as dit aussi, qui permet d'expliquer que la France est passée maîtresse dans l'extractivisme fiscal, l'extraction fiscale. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a un appareil militaro-policier qu'on arrive à prélever aussi bien l'impôt dans les colonies. On comprend bien qu'en pressurisant les gens, on renfloue plus facilement les caisses, et qu'à côté de ça, les transferts civils qui augmentent aussi. Alors c'est intéressant, tu peux dire un mot sur la légère augmentation des transferts civils, c'est quand en fait la France change un peu son fusil d'épaule par rapport à sa politique coloniale. Elle comprend qu'elle ne va pas pouvoir se maintenir dans un rapport purement autoritaire aux indigènes qu'elle soumet partout dans le monde, mais qu'elle se dit très tardivement qu'il faudrait quand même peut-être participer à un mot qui apparaît après-guerre, c'est-à-dire au développement des terres dominées. Oui, c'est ça. On a appelé la période post-1945, qui va durer 15 ans, 45-1960. Et là, pas spécifiquement en France, la période du colonialisme développementaliste. C'est Frédéric Cooper, là, dont je parlais, cet historien américain dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est son terme que je reprends. Donc effectivement, le monde a changé déjà après 1945, quand même un tout petit peu. Bon, en plus, c'est quand même aussi le début de la guerre froide, etc. Donc l'orientation, voilà, on cherche à garder des relations. Donc on cherche, en même temps avec des dépenses militaires, donc vous voyez effectivement, les deux pics, là c'est les dépenses payées par le contribuable français en pourcentage du revenu français. Donc vous voyez, en moyenne, sur l'ensemble de la période, on a dépensé 1% du revenu français pour les colonies. Et dans ce 1%, bon alors, moi je pense que c'est pas beaucoup, mais pour un empire qui faisait 20 fois la superficie de la France. Et donc c'est pour ça que je dis bon marché. Et vous voyez qu'entre 1830 et 1939, en réalité, c'est beaucoup moins. En réalité, c'est la moyenne entre 1830 et 1939, c'est 0,5%. C'est pas 1%, parce que vous voyez que c'est... Et puis évidemment, après 1945, boum, boum, donc on a deux pics. Là, c'est la guerre d'Indochine, et là, c'est la guerre d'Algérie. Les deux pics. Le premier pic, c'est la guerre d'Indochine. Le deuxième pic, c'est la guerre d'Algérie. Et là-dedans, il y a des 4/5e de dépenses. Ça, c'est les dépenses militaires. Et les petits pointillés, c'est les dépenses civiles. Donc vous voyez, les dépenses militaires explosent. Mais effectivement, comme le disait Nicolas, les dépenses civiles augmentent également. En même temps qu'on cherche à mater les corps, de cette façon, on cherche à gagner les cœurs aussi, en faisant un peu plus d'écoles, un peu plus de dispensaires, un peu plus d'instituteurs, etc., etc. Bon, donc c'est ça qu'on fait à ce moment-là. Le ratio n'est pas modifié parce que les dépenses militaires explosent aussi. Donc le ratio 4/5e, 1/5e n'est pas modifié. Mais c'est un colonialisme, disons, un peu plus généreux, qui cherche à s'acheter les cœurs en faisant un peu plus de développement social, notamment. Voilà. Et donc, oui, c'est cette période-là, effectivement. Un des objectifs de l'ouvrage aussi, c'est de comprendre la spécificité du colonialisme français par rapport à d'autres impérialismes européens, notamment britanniques. C'est un sujet de discussion qui revient souvent sur... et l'impérialisme britannique, est-ce qu'il est fondamentalement différent dans sa nature et dans son rapport aux populations colonisées? Donc tu introduis une comparaison avec les autres empires européens, notamment l'empire britannique, mais pas seulement. Je pense que tu fais même des comparaisons sur la présence du Japon à Taïwan, etc. Et je crois, pour t'avoir entendu, que en fait tu dis il ne faut pas non plus exagérer les différences en fait, en tout cas entre l'impérialisme français et l'empire britannique.
on est plus, quand on compare, on ne cherche pas qu'à faire ressortir des différences, on peut aussi faire ressortir des similarités. Oui, tout à fait. Enfin, moi, ma thèse, c'est que, effectivement, en particulier si on se concentre sur les colonialismes européens, donc français, britannique, néerlandais, portugais, etc., ce qui frappe beaucoup. Les différences existent, il y a des différences de style, il y a des petits plus, si on veut, ou des petits moins d'un côté ou de l'autre, qui souvent se compensent. Enfin, se compensent au sens, il y en a un qui fait qui est un peu plus sympa ou un peu plus généreux d'un côté, puis un autre qui est un peu plus sympa mais de l'autre, etc. Bon, c'est quand même des différences de second ordre déjà. Et puis d'autre part, ce sont des différences justement qui se compensent, si bien que voilà, dire que, voilà, quand je disais la performance fiscale, par exemple française, hein, on pourrait croire que c'est vraiment, enfin, les Français sont très forts pour prélever les impôts, elle n'est pas spécifique aux colonies françaises en réalité. Hein, quand on regarde les Japonais aussi à Taïwan et en Corée prélèvent énormément de... Les États coloniaux en tant que tels sont des États qui, à la force éventuellement de la baïonnette ou du fusil, sont capables de prélever des ressources fiscales importantes sur les populations qu'ils assujettissent. Voilà, c'est une caractéristique assez générale. Et la doctrine, même par exemple, les colonies doivent être autofinancées, c'est une doctrine que les Britanniques s'imposent aussi à eux-mêmes. Donc là, c'est pas non plus une spécificité française. Hein. Donc faut bien voir que, voilà, bon, là, le livre, il porte sur la France, mais par exemple, j'ai un élève de master qui a fait portugais, qui a fait dans la foulée de ce livre son mémoire de master sur l'Empire portugais, etc. Il pouvait intituler son mémoire de master l'Empire portugais bon marché. Bon, voilà, même si à la fin de l'Empire portugais, il y a des guerres d'indépendance, là beaucoup plus tardives, hein, en 1974, très sanglantes, etc., et qui eux aussi ont engendré des pics comme ça de dépenses métropolitaines importantes, bien sûr. Mais donc, oui, effectivement, ce que je dis dans le livre, c'est alors après, bon, la grande comparaison avec l'Empire britannique, c'est peut-être important de... Je ne sais pas si je vais trouver ça, mais... non, ça doit être plus avant, peut-être. Ouais. Avec l'Empire britannique, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Enfin, bon, évidemment, au moment où la France est dans cet empire colonial, la France, au début, là, c'est la seconde puissance économique mondiale. Hein, et la Grande-Bretagne, c'est la première, hein, en 1830. Hein. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'Empire britannique, c'est un empire qui est énormément plus grand, hein, qui sera toujours énormément plus grand. Hein. Il est 7 fois plus peuplé. Les Britanniques contrôlent les nœuds stratégiques, commerciaux. Hong Kong, qui va devenir une plateforme, qui n'est rien au départ, mais qui va devenir une plateforme. Singapour. Finalement, ils vont coloniser l'Égypte, donc ils vont se rendre remettre du canal de Suez, etc. etc. Donc, d'une certaine façon, l'Empire... Et puis, ils ont conservé ces dominions, qui sont, bon, peut-être ont des gouvernements indépendants, mais sont quand même, ont quand même pour roi ou pour reine le souverain ou la souveraine d'Angleterre, enfin du Royaume-Uni. Voilà. Et même l'Afrique subsaharienne, hein, même l'Afrique subsaharienne britannique, même ne serait-ce qu'en Afrique de l'Ouest, le Nigeria, il est plus peuplé que ses voisins, le Ghana est plus riche que ses voisins, etc. etc. Donc les Britanniques s'arrogent toujours un peu la part du lion, hein, dans cette histoire. Donc quand on veut faire des comparaisons, il faut faire attention, parce que on peut pas, si on veut dire est-ce que bon, les Britanniques ont mieux, etc., ils ont conquis des territoires qui ne sont pas forcément comparables aux territoires qu'ont conquis. Mais par contre, si on compare bien précisément, par exemple, le Ghana actuel, qui s'appelle la Gold Coast au moment de la colonisation, avec la Côte d'Ivoire qui sont voisins, si on compare bien précisément le Cameroun sous administration britannique et le Cameroun sous administration française, on voit que les différences sont très modiques, très faibles. Alors peut-être que, d'une certaine façon, mécaniquement, comme relativement à l'économie française, l'empire colonial est plus petit que l'empire colonial britannique relativement à l'économie britannique. Mécaniquement, il va rapporter moins. De cette façon, je pense qu'effectivement, ça fait aussi peut-être qu'on parle un peu plus de l'aventure impériale britannique et de son importance pour l'économie britannique en Grande-Bretagne qu'on en parle en France. Peut-être, c'est aussi une des raisons. Hein, et l'une des raisons aussi, enfin, les fantasmes post-Brexit, Global Britain, etc., viennent aussi du fait de l'espoir de reconstituer cette espèce de monde impérial britannique qui était gigantesque. Et bon, évidemment, en France, c'est un peu plus difficile de se partir dans des fantaisies comme ça. Même si des fantaisies, il y en a, hein, des fantaisies, par exemple, l'idée, alors en particulier, par exemple, que la France a fait
la France républicaine en particulier, non, justement la France de la Troisième République, a été quand même la meilleure en termes de scolarisation et de transmission de l'école, enfin disons dans la mission civilisatrice qu'elle s'était donnée d'implantation de l'école, etc., de l'instruction publique, etc. Là, on monte, enfin je montre dans le livre hein, qu'on compare avec les Britanniques avec des comparaisons qui sont contrôlés suffisamment, qui comparent des territoires qui sont, disons, dans les conditions initiales, avant la colonisation, sont relativement similaires, on voit que les Français n'ont pas mieux fait que les Britanniques, et dans bien des cas, un peu moins bien. Donc c'est aussi une fantaisie, d'une certaine manière française, de s'imaginer que pour les aspects positif ou de rôle positif de la colonisation, les Français, notamment sur certains domaines, auraient fait tellement mieux que d'autres colonisateurs. On soit toujours très méfiant avec ces discussions-là, parce que c'est peut-être un peu le biais aussi d'une approche purement sur l'économie. C'est pas parce que on aurait construit plus d'écoles que tout d'un coup le colonialisme deviendrait plus moral. Je sais pas quoi. Oui. L'école en contexte colonial, elle sert quand même à assimiler, aussi à soumettre en grande partie. Voilà. Cela étant dit, moi je me souviens d'une lecture de Ho Chi Minh qui explique que au début du XXe, en Indochine, il y a plus de débits d'opium pour empoisonner les Vietnamiens que d'écoles, en fait. Hein, que c'est ça le colonialisme français, c'est l'opium, c'est l'empoisonnement des sociétés tout entières. Bon, c'est sûr que c'est un grand mirage, ces discussions-là. Enfin, il faut toujours être un peu vigilant avec ces arguments-là. Et d'ailleurs, on en parlait... ce sont des arguments qui sont quand même tenus par des gens. Donc, il faut y répondre. Il faut absolument y répondre. C'est l'objet du livre, mais ce que je veux introduire, c'est que le titre, en effet, Un empire bon marché, il dit ce qu'il dit, il est hyper efficace, mais en fait, il rend pas hommage à tout ton travail, dans le sens où, à la fin, on n'est pas seulement du point de vue du contribuable français, de ce que ça aurait apporté au capitalisme français, il y a aussi, ce que tu disais, il est bon marché pour certains, mais il est très coûteux pour d'autres. Pour les populations coloniales, le prix du sang, le prix de... Voilà, et le prix de ce qui se passe après les indépendances, en fait, de ce qui est hérité au moment des indépendances, que tu as pris soin de distinguer de la décolonisation. Et donc il y a une grande partie de ta réflexion qui est sur ça, sur quelle est la trajectoire des États post-coloniaux depuis les indépendances, dans quelle mesure ils héritent d'une certaine structuration de l'État, qui est plus ou moins remise en cause par les leaders indépendantistes. Est-ce que tu peux venir sur ça, sur les effets du coup, après le départ, après la fin de l'impérialisme, en tout cas, voilà, dans sa forme militaire de domination? Oui, je peux en reparler un peu. Disons que c'est peut-être aussi l'objet d'un travail à poursuivre, hein, probablement, puisque là, c'est juste un dernier chapitre le livre est essentiellement centré sur la période coloniale. Mais bon, j'ai déjà dit en particulier, donc, il y a une tentative, alors là, pour le coup, de l'État français après les indépendances, de maintenir une influence, alors cette fois-ci qui ne sera plus formelle, pas sous la forme d'un contrôle formel, mais une influence informelle, économique, politique, etc. Bon, qui va avoir son efficacité tout à fait claire à travers ce qu'on a dénoncé comme la France-Afrique, etc. Donc il y a bien cet aspect-là. Ensuite, j'ai dit aussi, voilà, au moment où les élites nationalistes d'obédience diverses, mais prennent les clés des administrations coloniales, quoi, et ils vont pas tout chambouler. Ils vont se trouver, un certain nombre d'entre eux, sans le dire, sans forcément, je pense, vont finalement récupérer un peu des instruments de pouvoir qui étaient là, donc l'instrument policier, l'instrument fiscal, etc., et finalement s'en servir pour eux-mêmes. Alors, ce qu'on montre en particulier, c'est par exemple, donc, dans l'immédiat des indépendances, par exemple, voilà, j'ai déjà parlé, Frantz Fanon dit bourgeoisie du service public, Samir Amin dit socialisme petit bourgeois, voilà, René Dumont dans l'Afrique est mal parti, dit mais comme vous mettez à payer des salaires exorbitants à des gens, voilà, au tarif des administrateurs coloniaux, c'est pas comme ça que vous allez créer une société, disons, cohésive, voilà. Bon, voilà. Donc il y a des gens qui dénoncent déjà ça, et effectivement on voit
des recrutements massifs. Par exemple, on voit un moment où donc les administrateurs coloniaux font leurs valises et donc les fonctionnaires français s'en vont. Alors, dans certaines colonies, les fonctionnaires français faisaient, les citoyens français, je veux dire, faisaient seulement 10% de la fonction publique. C'était vraiment les hauts gradés de la fonction publique, les inspecteurs, etc. Et puis, par contre, en Algérie, en Tunisie, c'est la moitié des fonctionnaires. Hein, les moitiés des fonctionnaires, ils s'en vont. Hein. Et à ce moment-là, les États, avec pourtant des orientations socialistes, par exemple dans le cas de l'Algérie, pas du tout dans le cas du Maroc, etc., vont se mettre à recruter très fortement dans la fonction publique. Ils vont se dire, bon, bah oui, il faut bien les remplacer, mais ils vont aller beaucoup plus loin que le pur remplacement du fonctionnaire français. Ils vont recruter beaucoup de gens à des salaires qui sont quand même des salaires qui sont très élevés par rapport aux revenus moyens sur place. Et en fait, ce qu'on voit, et donc là c'est un calcul aussi, je ne sais pas si vous avez sans doute entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Thomas Piketty, donc lui c'est le spécialiste des inégalités, moi c'est la colonie, donc on a fait inégalité aux colonies. On voit à ce moment-là les inégalités entre autochtones, entre anciennement colonisés, au moment des indépendances, qui explosent. Voilà. Ces inégalités explosent, notamment à travers le fait aussi qu'il y a un certain nombre de... par exemple, il va y avoir... par exemple, si je prends l'exemple du Maroc, dans les années 70, on a une marocanisation du capital, donc, qui effectivement poursuit un objectif de décolonisation, c'est-à-dire qui force les entreprises marocaines à avoir 50% de leur capital qui est détenu par des Marocains, mais c'est une aubaine très vite pour la bourgeoisie marocaine, etc. Donc on a des sociétés qui restent quand même avec ce qui est l'acquis des indépendances d'une certaine manière, c'est que les inégalités perdent leur dimension raciale, puisque pour l'essentiel, ces inégalités vont être entre anciennement colonisés, mais ces inégalités explosent assez rapidement dans les années 60-70, et depuis, elles sont restées à peu près au même niveau. Voilà. Donc voilà, donc c'est aussi... et donc tout ça sont des formes d'héritage qui n'ont pas été... qui n'ont pas été remises en question. Un exemple de remise en question majeure, et bon, je vais pas faire... Je ne suis pas là pour faire l'éloge du marxisme-léninisme, mais malgré tout, le Vietnam, évidemment, a coupé beaucoup plus avec cet héritage, le Vietnam socialiste a réussi à couper beaucoup plus avec cet héritage, que n'ont réussi même les expériences socialistes africaines, qu'il s'agisse de l'Algérie ou qu'il s'agisse alors, on peut trouver, voilà, ceux qui, en particulier les États, on montre dans le livre aussi que, donc, précisément, les expériences socialistes qui avaient précisément comme objectif qui était de rompre avec les héritages de ce colonialisme, c'était même leur objectif nationaliste affiché, quoi. Elles ont été plutôt des échecs, elles ont avorté en tout cas. Pour différentes raisons, donc je parle là de Madagascar entre 74 et 90, je parle du Bénin, de Kérékou entre 72 et 90, je parle du Congo, de Sassou Nguesso déjà, mais et puis donc j'ai dit l'Algérie, voilà, on pourrait même regarder le Mali très brièvement de Modibo Keïta, etc. On montre, enfin ces États ne parviennent, en fait, je pense que ces États ne parviennent pas, alors je ne sais pas si elles veulent pas, mais ne parviennent pas à modifier la donne en réalité. En particulier, ils devraient lever plus d'impôts pour accomplir un programme de provision de biens publics, d'écoles, de dispensaires, etc. Et ils ne parviennent pas à le faire. C'est-à-dire qu'en fait, ces États se ferment au commerce, d'un autre côté, et ils arrivent pas, et en fait, leurs performances fiscales sont moindres que leurs comparateurs non socialistes voisins. Voilà. Donc on a des expériences socialistes, ça nous entraînerait loin de dire pourquoi, enfin le pourquoi du comment, pourquoi ils ont avorté, mais qui ont été de relativement courte durée et pas des grandes réussites. Je voudrais poser une dernière question avant de laisser la parole au public, parce que tu as dit, je ne sais pas si les leaders post-indépendance veulent ou ne peuvent pas. Alors en fait, un des héritages aussi de l'impérialisme européen, c'est cette forme particulière de globalisation dans laquelle on baigne aujourd'hui, c'est-à-dire une globalisation qui est largement structurée par des rapports asymétriques nord-sud, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé au moment des indépendances,
c'est que, certes, il y a eu indépendance, mais il n'y a pas eu redéfinition des rapports internationaux sur une base plus égalitaire. Donc on a quand même des États qui sont quand même largement déjà appauvris par, alors dans le cas de l'Algérie, les 133 ans de colonisation par exemple. Et donc la question c'est, voilà, dans quelle mesure dans cette globalisation, alors je pense notamment au tournant néolibéral des années 80-90, dans quelle mesure là on n'a pas la nouvelle forme de l'impérialisme contemporain, ou en tout, enfin voilà, d'un point de vue de la domination d'espace sur d'autres. Alors évidemment, il y a moins de coercition, il n'y a pas une occupation militaire de ces voilà, quoique en fait on peut quand même discuter. C'est la question que je pose pour terminer. Je ne sais pas si je suis très clair, mais... Si, clair, mais c'est un peu challenging, comme on dit. Avant de parler avant juste de parler des programmes néolibéraux d'ajustement, etc., il y a eu et tu l'as évoqué, il y a une déception du monde d'après-guerre, et même du monde des indépendances, hein, qui est la déception du monde de la construction du monde onusien, hein, de certaine façon. Hein. Et même des penseurs relativement libéraux, hein, même des penseurs comme Raymond Aron se trouvent déçus par... Il y avait, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, une volonté, alors même du côté des libéraux, d'avoir une globalisation qui soit plus équilibrée, et puis de l'autre côté, de la part des mouvements nationalistes, etc., un nouvel ordre international qui serait aussi romprait. Donc effectivement, quand j'ai parlé de l'échec des expériences socialistes locales, hein, etc., il faut bien relativiser. On parle là de petits pays qui sont immergés dans le bain du commerce international, etc., et qui n'ont pas beaucoup de leviers, hein, à agir. Et donc il y a eu cette première déception, et en particulier, il y a eu cette déception aussi de la balkanisation de l'Empire français, par exemple. Un certain nombre de leaders africains, enfin, le premier chef d'ailleurs, Léopold Sédar Senghor, plaidait pour que les structures fédérales de l'Afrique occidentale française soient conservées, en sorte que l'Afrique de l'Ouest continue à constituer une sorte de bloc, hein, parce qu'il pensait que la capacité de négociation d'un bloc, au moins, serait plus forte dans l'espace international, etc. Donc il y a eu toute cette... et ça ne s'est pas produit. Ça ne s'est pas produit parce que les Français n'avaient pas tellement envie que ça se passe, et préféraient négocier avec Houphouët-Boigny, qui lui était plutôt favorable à avoir la Côte d'Ivoire, avoir l'indépendance de la Côte d'Ivoire toute seule, et ça ne s'est pas produit aussi parce que les dissensions entre leaders africains ont joué aussi. Donc, jamais penser que l'histoire est uniquement produite au nord, et elle est aussi produite au sud. Hein, mais c'est l'interaction entre les deux qui compte. Donc, il y a eu cette première déception, et puis ensuite ces déceptions aussi d'expériences socialistes avortées dont j'ai parlé. Et puis après, à la fin de ces expériences socialistes, et après cette première déception, on a effectivement, dans les années 80, mais ça c'est un mouvement mondial, hein, on a l'élection de Reagan, l'élection de Thatcher, on a un mouvement mondial où les pays, même du Nord, s'appliquent des recettes d'ajustement financier, d'austérité, etc. Et on va, alors qu'une bonne partie des pays, effectivement, les déceptions du développement ont fait qu'ils se sont endettés, etc., on va aussi, ils vont leur être imposés des programmes d'austérité importants. Voilà. Et donc c'est... et par ailleurs des programmes de libéralisation, donc ceux qui sont passés par des expériences socialistes qui ont beaucoup nationalisé, beaucoup l'ont fait, hein, beaucoup nationalisé, vont devoir privatiser, etc., etc., et donc on se retrouve dans, bien sûr, toutes ces expériences se terminent à ce moment-là. Alors est-ce que il y a une volonté, à travers ça, je crois pas que, enfin, je crois pas qu'il y ait de volonté déclarée. Enfin, c'est pas un complot pour reconstruire l'empire colonial, hein, mais il n'y a pas de complot. Enfin, oui, alors il y a beaucoup de complots. C'est pas le problème qu'il n'y a pas qu'un seul. Il y en a beaucoup, mais ce qui est clair, c'est que le nouvel ordre international auquel les gens rêvaient au tournant des indépendances, il a fait long feu.
et encore plus avec ce qu'on a appelé le consensus de Washington, c'est-à-dire les politiques néolibérales des années 80, ça c'est sûr, oui. Qui n'ont rien modifié de façon substantielle à la capacité des pays à qui on a appliqué ces recettes à trouver une place, une trajectoire, disons, optimiste dans le monde globalisé. Alors, il faut quand même, ça c'est vrai de ce que j'ai en tête, ce dont on a parlé essentiellement, c'est-à-dire par exemple les anciennes colonies françaises d'Afrique, c'est vrai de l'Afrique hein, assez largement, c'est pas tout à fait vrai d'un certain nombre de pays asiatiques qui, eux, ont plutôt trouvé leur place dans ce monde, mais ils ont trouvé leur place en n'appliquant pas, je veux précisément, les recettes qu'on leur avait préconisées dans les années 80-90. Hein. Au contraire, ils ont appliqué des programmes de développement étatistes, etc. Alors, comment l'ont-ils fait et pourquoi ont-ils réussi, eux? Il y a beaucoup à dire sur la combinaison de conditions précoloniales, d'une histoire précoloniale, de l'interaction avec l'histoire coloniale et de ce qui s'est passé ensuite. Donc là, c'est vraiment la question à 10 millions d'euros, d'une certaine façon, de pouvoir répondre, c'est-à-dire de pouvoir dire qu'est-ce qui explique l'hétérogénéité des trajectoires entre les différents pays du Sud, les différents pays en développement. Il y a toute une série de facteurs combinés, et l'histoire, elle n'est pas unifactorielle. C'est pas juste la colonisation qui explique ça, c'est aussi d'autres aspects. Merci. On va passer à la phase de questions avec le public. Le temps que vous vous échauffiez mentalement, à vous entraîner à prononcer distinctement, clairement, vos interrogations. Juste, si vous pouvez vous lever pour parler dans le micro, parce qu'on, comme à chaque fois, on fait une captation sonore de la rencontre. Donc les rencontres de la d'Histoire Critique sont podcastées sur YouTube et rediffusées sur Pastel FM et sur Micro Rebelle, qui est une radio en ligne. Voilà, c'était là, c'est le moment comme, tu vois, c'est toujours le moment où jamais après j'en pars, tu le gères. Monsieur au premier rang. Première question, c'est pour rebondir justement sur la fin de votre intervention. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec l'aide au développement, et notamment ces politiques d'ajustement structurel ne sont-elles pas liées au FMI en réalité ? Là où, par exemple, l'Asie du Sud-Est a moins bénéficié des prêts du FMI et donc n'avait pas l'obligation de mener des politiques d'ajustement structurel. Mais je pose la question, moi, j'ai pas la réponse. Bah, vous avez presque la réponse, mais oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ouais, ce que j'ai voulu dire, c'est que, bien sûr, que de toute façon, ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel, ce qu'on appelle le consensus de Washington dont j'ai parlé là, c'est le consensus au début des années 80 entre la Banque mondiale, qui au départ est une institution internationale qui est plutôt l'héritière des plans de développement, qui a une idéologie au départ plus, pas socialiste, mais planificatrice, disons, hein. Et puis le FMI, qui est un peu le gendarme de la finance, etc. Là, à ce moment-là, ces deux organisations vont faire un tournant néolibéral et vont se convenir ensemble de programmes dits d'ajustement structurel. L'ajustement structurel, ça veut dire ajustement. D'abord, ajustement, ça veut dire austérité financière. Hein. C'est genre, voilà, vous êtes endetté, etc. Vous êtes la Grèce, vous avez sans doute, enfin, il y a quelques années, vous êtes la Grèce, vous êtes endetté, voilà. Il va falloir baisser vos dépenses publiques, etc., etc. C'est ça l'ajustement. Et puis le structurel, l'ajustement, c'était le Fonds monétaire international. Le structurel, c'était la Banque mondiale. Le structurel, c'est il faut libéraliser, il faut plus de subventions sur ceci, il faut plus de subventions sur cela, etc. Il faut faire payer aux gens les services publics, etc., etc. Il faut recouvrer les coûts, comme on dit hein, à l'époque, hein. La vérité des prix, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel, donc une combinaison, une composante macro-financière, puis une composante microéconomique, voilà, de libéralisation, privatisation, etc., etc. Et donc oui, effectivement, comme la plupart, ces programmes vont être appliqués à peu près partout, hein, sauf effectivement dans des pays où ces organisations n'ont pas véritablement de capacité à intervenir parce que les pays ne sont pas endettés, ils ne demandent rien, ils ne demandent pas d'appui financier du Fonds monétaire, et donc s'ils ne demandent pas d'aide, demandent pas d'aide financière internationale, on ne peut pas leur imposer non plus parce que tous les programmes d'ajustement structurel sont basés sur ce qu'on appelle des conditionnalités. C'est-à-dire qu'on vous aide financièrement à passer un mauvais moment, voilà, et en contrepartie ou en conditionnement au fait que vous appliquez des politiques qui vont vous permettre,
croit-on, de vous en sortir à long terme. Voilà. Donc, c'est l'aide conditionnelle. Les pays qui ne demandent pas d'aide, qui disent on va se débrouiller, c'est bon, on se débrouille tout seul, c'est plutôt les pays asiatiques et qui mènent leur politique, voilà, qui mènent des politiques qui vont parfois échouer. Hein. Vous avez entendu peut-être parler de la crise de 97, il y a eu une grosse, grave crise financière en Asie du Sud-Est qui a été très grave, hein, avec des banques qui ont fait faillite, etc. Ça, c'est des politiques internes qui sont capables d'échouer aussi. Hein. Tous les pays asiatiques, tout n'a pas été rose. Hein, mais effectivement, ils ont eu beaucoup moins besoin d'avoir recours à l'appui financier des organisations internationales. Et donc, du coup, ils ont été plus autonomes aussi dans l'application de leur politique économique et sociale. Voilà. Est-ce que je réponds pas trop mal à votre question? En fait, moi, il y a un truc qui me surprend dans ton exposé. Tu ne parles pas de Raymond Cartier. Tu t'en parles dans le livre, mais je pense que moi, je me suis beaucoup intéressé à la perception en fait, que les dirigeants politiques en particulier, ou l'opinion publique en général avaient. Donc Raymond Cartier, c'était un journaliste colonialiste, et qui avait fait en 1956 une série d'articles disant justement l'Empire est trop cher, voilà, ça coûte trop cher, donc ce serait bien de s'en séparer, ou en tout cas de prendre des distances pour plus avoir à payer les dépenses sociales, enfin, pour plus avoir à payer l'Empire. Ce qui est exactement l'exact inverse de ce que tu démontres. Et donc, ça m'intéresserait que tu me dises comment tu perçois cette distinction, en fait. Parce que Raymond Cartier a joué un rôle très important à mon avis, dans le processus de décolonisation, en tout cas dans la justification qui a pu être donnée par les dirigeants politiques aux opinions publiques en disant « Je sais que d'un point de vue de votre fierté nationale, on n'aurait pas trop intérêt à se séparer des colonies, mais d'un point de vue économique, on a intérêt parce que les colonies commencent à nous coûter trop cher. » Donc c'est vrai que là, il y a une distance entre la réalité économique et la perception qui a joué un rôle stratégique en 1956, juste avant les indépendances finalement. Et j'aimerais bien que tu creuses ce point-là, en fait, comment tu le perçois, est-ce que véritablement ça joue un rôle important? Dans quelle mesure le cartiérisme était peut-être faux au moment T, c'est-à-dire en 1956, mais aurait pu devenir vrai? C'est-à-dire peut-être que c'était l'idée qu'ils anticipaient, ils disaient, bon, effectivement, s'il faut décoloniser sans indépendance, c'est-à-dire qu'en gros, s'il faut que les citoyens français d'Afrique ou d'Algérie deviennent des citoyens égaux avec les mêmes services, etc., et bien finalement ça va coûter effectivement très cher. Parce qu'il va falloir, il y a une citation fameuse de Ted Genne, je crois, qui était ministre de la France d'Outre-mer, qui disait il va falloir que les Français, au lieu de dire les métropolitains, ce qui est déjà, abaissent de 25 à 30% leur niveau de vie pour pouvoir le transférer aux Français d'Afrique. Bon voilà, ce point-là, je trouve qu'il mérite d'être un peu détaillé. Ouais. Tu as raison, oui, il en est bien question dans le livre, effectivement. Oui, alors le cartiérisme, hein, donc c'est effectivement un mouvement un petit peu qui finit par être un peu lié au poujadisme aussi, hein, par la suite, qui dit les Français payent pour de l'argent qui est dépensé alors le slogan fameux de Raymond Cartier, c'est la Corrèze avant le Zambèze. Hein, donc on dit voilà. Et donc le Zambèze n'a jamais été dans l'espace colonial français. Le Zambèze c'est un fleuve en Afrique australe, et donc c'était plutôt britannique, mais c'était pour la rime. Hein, on disait parce qu'on avait trouvé la rime, quoi. Donc ce qui rime avec Corrèze. Corrèze était censé être un département relativement défavorisé à l'époque. Voilà. Et donc on disait investissez plutôt en Corrèze. Il y a encore des endroits sous-développés ou qui souffrent d'un mal développement en France, et investissez plutôt là. Finalement, alors la perception, déjà, tu l'as dit, dans les années 50, que les colonies coûtent cher, elle est pas complètement erronée si on pense aux dépenses militaires qui doivent être consenties, soit pour lutter contre la guérilla vietnamienne, soit pour lutter ensuite contre la guérilla algérienne ou camerounaise, sur laquelle tu as oui, non, mais au total, par contre, l'Indochine et l'Algérie, ça coûte cher. Donc il y a cette perception-là aussi, hein, cette perception-là. Donc dans la perception que ça, voilà, il y a même d'une certaine manière un disciple de Jacques Marseille qui s'appelle Daniel Lefebvre,
a publié un livre qui s'appelait Cher Algérie. Alors, là encore, c'est un jeu de mots. Cher Algérie, on vous dira mon cher ami, et puis mais vous me coûtez cher quand même. Voilà. Donc mais à chaque fois, donc quand on dit ça coûtait cher, ça a été un fardeau financier. Les gens, donc Daniel Lefebvre en particulier, il prend les exemples de combien on paye pour l'Algérie en 1958. Mais en 1958, il y a plein de conscrits en Algérie. Mais oui, bien sûr, ça coûte cher. Ça coûte 3% du revenu français. Oui, ça finit par coûter cher. Mais oui, donc déjà, il y a ça. Donc, dans la perception de l'époque, je pense que personne ne fait la différence entre les dépenses militaires et les dépenses civiles, déjà, donc on ne se projette pas dans un monde de paix. Voilà. Donc, et donc on dit, et puis c'est aussi un choix politique de dire pourquoi dépense-t-on pour des gens qui sont très loin. On anticipe quand même déjà que quand même, à un moment, ces gens-là ne seront plus partie de l'espace français, et donc on se demande pourquoi on les aide déjà, on les aide encore, voilà. Donc il y a un peu cet aspect-là, oui. Et après tout, d'une certaine façon, Jacques Marseille, on pourrait dire, est cartiériste de certain point de vue, quoi, hein, puisqu'il finalement il dit, voilà. Alors après, bon. Je ne sais pas si l'explication que je donne de pourquoi le cartiérisme se faisait des illusions, comme tu dis, ou se trompait, est juste. Après, ce que tu dis d'autre est juste. Effectivement, un certain nombre de décideurs français commencent à réaliser, voilà, il y a les dépenses militaires d'un côté, commencent à réaliser que si d'aventure, les colonies, par magie, les colonisés tout d'un coup disaient « Oh ben non, en fait, on va rester, donnez-nous les droits politiques, que nous réclamons, donnez-nous le droit de vote, comme le citoyen français lambda, et donnez-nous les mêmes droits sociaux, la sécu, etc. Et dans ce cas-là, on reste avec vous, on reste ensemble, si vous voulez. Voilà. Bon. Ça, je pense que c'est un monde un peu... effectivement, dans le cadre de l'Empire français, bien sûr, les syndicalistes africains, etc., réclamaient, notamment les syndicalistes des cheminots, des fonctionnaires, etc., d'une petite élite, malgré tout, une élite éventuellement ouvrière, mais petite élite, réclamaient l'ajustement des droits par rapport aux Français, en disant... plus de discrimination salariale, et ces choses-là commencent à être acquises, effectivement, dans les années 50, tout à fait, commencent à être acquises. Acquises pour la minorité d'Africains qui travaillent dans la fonction publique, les cheminots qui travaillent dans les chemins de fer, etc. C'est pas tout l'ensemble de... Voilà. On ne propose pas, on ne donne pas des pensions de retraite aux paysans qui produisent de l'arachide. C'est pas tout le monde quand même. Hein. Donc effectivement, les décideurs français se disent, si dans un monde où effectivement tout le monde, ça serait plus vraiment un empire, mais ça serait la communauté française, puisqu'on a même, en fait, c'est ça qu'on reste, on parle d'union française, puis ensuite de communauté française, ça c'est l'invention de Gaulle, de la Sacrée République, où il y aurait une assemblée des différentes anciennes colonies de la France et une fédération avec la France, et les gens auraient des droits de vote un petit peu emboîtés, etc. Donc c'est ces espèces de fantasmes où ensuite il y aurait les droits sociaux viendraient aussi. On se rend compte que ça, effectivement, cette formule-là, elle finirait par coûter très 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 cher. Oui, bien sûr. Donc, d'une certaine façon, l'Empire, il est resté bon marché parce que ça s'est arrêté avant que ce chose-là se produise. Je ne pense pas ça pouvait réalistement se produire, mais voilà, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, je pense que ça s'est arrêté en tout cas, et le fait que ça s'arrête a fait des économies à la France. Par anticipation, voilà, par anticipation. Hein. Si ça, alors, le monde un peu contrefactuel, c'est le monde où effectivement, au lieu qu'il ne reste de l'empire, du premier empire colonial ou du second empire colonial français que les Antilles, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion et la Guyane, mais sachant que ces territoires-là reçoivent des transferts métropolitains importants, mais comme ils sont tout petits, ça ne coûte pas cher. Voilà. Évidemment, si l'empire actuel, l'empire colonial actuel, la population actuelle de l'empire colonial français, du second empire colonial français dont on a parlé depuis une heure, c'est 450 millions. D'accord.
Et la France, c'est 68 millions. Au début de la période coloniale, enfin disons en 1870, la France faisait 38 millions, et l'Empire colonial français futur, il faisait 45 millions. Donc l'Empire, il a multiplié par 10 en population entre 1870 et 2020. Donc évidemment, s'il fallait... voilà, on voit enfin, j'ai dit... J'aurais dû parler de Mayotte. J'aurais dit, voilà, Mayotte aussi coûte au contribuable métropolitain, mais c'est un petit territoire, Donc effectivement, par anticipation, un certain nombre de gens se sont dit, ouf, en tout cas, on n'aura plus à payer les allocations familiales, etc., etc. D'ailleurs, les gens avaient des fantasmes, hein, se disaient, oh là là, mais bon, alors on va payer les allocations familiales, mais alors, si les gens sont polygames, alors comment on fait, etc., etc. Cela dit, à Mayotte, c'est assez récent, hein, parce que Mayotte a longtemps eu un statut dérogatoire au droit du travail, minima sociaux. Hein. Oui. C'est pas longtemps que Mayotte... la départementalisation a un peu rapproché, mais il y a encore même des exceptions. Salien. Merci. Moi, j'ai deux questions à vous poser. Je suis particulièrement intéressé par le sort des colonies françaises en Amérique, notamment la perte d'Haïti, la perte violente, j'allais dire, d'Haïti, qui a brutalement fait place à la vente, ou alors c'est dans l'autre sens, mais il me semble bien qu'il y a eu un lien du fait de la crise économique entraînée par les dépenses militaires dans l'expédition punitive de Haïti qui a débouché sur l'indépendance d'Haïti, et puis la vente précipitée de la Louisiane. Il me semble bien qu'il y a un lien. Et maintenant, j'aimerais savoir si le fait d'avoir perdu ces colonies, progressivement ces colonies d'Amérique, n'a pas un petit peu précipité quelque part la venue le mouvement vers une colonisation progressive, notamment en Afrique. Est-ce qu'il y a un lien historique entre les deux? J'aimerais bien savoir. Deuxième question, je vais la formuler sous forme de contradiction parce que j'ai noté tout à l'heure, j'ai pas encore lu votre livre, cela dit. Vous avez parlé de relations donnant-donnant entre les élites africaines et françaises dans le cadre de la France-Afrique informelle, comme vous avez dit. Et je suis assez surpris parce que ça fait un peu écho à quelqu'un comme Antoine Glaser, qui a parlé finalement de relations qui a été complètement chamboulées au point que ce sont les Africains qui menaient la corde dans les relations franco-africaines. Bon, c'est à l'extrême, je ne pense pas que vous ayez dit ça. Par contre, je suis un peu étonné parce que la question c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas déjà un biais cognitif en disant cela? Parce qu'on oublie très souvent que les conséquences d'une intervention, par exemple, de Bongo sur la scène politique française, notamment le fait d'intervenir pour demander à ce qu'un ministre soit démis de ses fonctions, est-ce que ça n'a pas les mêmes conséquences qu'une intervention française dans la politique intérieure des États africains? Donc en fait, ces relations sont déjà à la base asymétriques et sont à la base biaisées. Donc ce biais cognitif-là, est-ce que vous le prenez en compte en faisant une telle déclaration? C'était très peu de choses même par rapport à tout le reste, tout ce que vous avez dit, que je partage parfaitement, mais sur ce point-là, j'aimerais quand même que vous fassiez des éclaircissements, en prenant en compte le fait que, effectivement, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un biais cognitif là-dedans? Merci. Je vais reconnaître plein de biais cognitifs, je suis sûr. Alors, je commence par Haïti. Je ne suis pas sûr d'avoir exactement... Ah bon, sur Haïti. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de l'époque antérieure, précisément. Hein. Donc bon, j'ai brossé très rapidement. Le livre ne traite pas de l'histoire d'Haïti et donc de ce colonialisme esclavagiste, etc. Et donc, bon, donc l'histoire de savoir si l'échec de la reconquête d'Haïti par Napoléon l'a motivé à vendre la Louisiane en compensation pour récupérer de l'argent pour pouvoir lutter contre... L'idée de la Louisiane, c'est aussi, je crois, de faire plaisir aux nouveaux États-Unis,
États-Unis pour se les garder dans sa poche au moment où la conflictualité est avec la Grande-Bretagne. Donc c'est un peu se faire des États-Unis un allié, etc. Quant à Haïti, son indépendance précoce a été vue d'un mauvais œil par la France au premier chef qui l'avait perdu, alors que c'était la perle des Antilles et que au moment de la guerre de 7 ans, quand il a fallu perdre le Québec, dans le traité signé, etc., les Français ont dit non mais tout ce que vous voulez, mais en tout cas pas de Saint-Domingue. En tout cas ça on le garde. Voilà, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ensuite. Mais pendant cette période-là, entre la fin de la guerre des 7 ans et la perte d'Haïti, c'est la période d'exploitation esclavagiste la plus élevée d'Haïti, etc., etc. Donc là où on a fait beaucoup de profits sur le sucre et le café. Et ensuite, vous n'en avez pas parlé, mais ensuite Haïti obtient son indépendance, mais ensuite en 1825 on revient et on dit oui, mais il va falloir, si vous voulez vraiment conserver votre indépendance, etc., et être, si vous voulez, la reconnaissance internationale, hein, et ça, bon, par la France, mais aussi par la Grande-Bretagne, etc., il va falloir nous payer une dette pour indemniser les propriétaires d'esclaves, etc. C'est l'histoire de la dette d'Haïti. Voilà. Donc, bon, voilà, je voulais juste... Alors après, vous dites, est-ce qu'il y a un lien entre cette période-là et la transition vers... voilà. Alors, pendant longtemps, les gens ont dit, il y a, ouais, c'est deux périodes très différentes. J'ai peut-être eu, c'est peut-être mon biais cognitif, un autre biais cognitif, j'ai peut-être eu tendance à dire aussi ces deux périodes très tranchées, colonialisme, mercantilisme, esclavagiste, colonialiste, industrialiste et libéral, comme s'il y avait une sorte de césure entre les deux, parce qu'il y a eu la Révolution française, parce qu'il y a eu la Révolution industrielle, etc. Bon, c'est vrai pour une part, pour une autre part, il y a quand même des continuités. Une continuité, c'est quand même l'Algérie, parce que, et donc là, je pense que même David Todd serait assez d'accord avec moi, enfin, c'est une thèse de son livre, c'est que, bon, en Algérie, les premiers fantasmes sur la colonisation de l'Algérie, c'est quand même de se dire, on fantasme, qui ne va pas du tout se réaliser en Algérie, mais on fantasme qu'en Algérie, on va pouvoir recommencer une nouvelle France, comme la nouvelle France de Louisiane, etc. Et on rêve qu'on va faire du coton, du sucre, c'est-à-dire ce qu'on faisait à Saint-Domingue, ou ce qu'on aurait pu faire dans le Mississippi, en Louisiane, etc. On rêve de pouvoir recommencer ça. Hein. Alors, bien sûr, sans esclaves, c'est plus possible, mais, mais bon, avec du travail éventuellement contraint, etc., etc. Et donc, il y a, dans les premiers fantasmes, voilà, d'ailleurs, même sous la Révolution française, hein, sous le Directoire, il y a des projets de colonisation nouvelle, des gens qui disent on va faire de la colonisation nouvelle. Colonisation nouvelle, ça peut être au Sénégal. Alors, évidemment, ça ne sera plus avec du travail esclave, ça c'est plus possible, mais on va tenter des plantations, etc. Au Dahomey aussi, alors si le Dahomey acceptait d'arrêter l'esclavage interne, on ferait un protectorat avec lui, on ferait des plantations de... Voilà, donc voilà, l'idée, il y a quand même des transitions. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a quand même dans les projets qui sont construits, ça commence en Algérie. Il y a déjà 2 comptoirs qui sont déjà en fait possession de la France avant la conquête d'Alger. Hein. Il y a Beaune en particulier, et donc on rêve déjà à partir de ces comptoirs de faire des choses, etc. Donc il y a une pensée coloniale française qui renaît un peu de ses cendres d'un certain point de vue, mais avec des continuités, même si le discours de Juju Ferry sur la politique coloniale est la sœur ou la fille plutôt de la politique industrielle. Ça c'est nouveau d'une certaine façon, parce qu'avant, c'est parce qu'il y en a la révolution industrielle qu'on se dit on va chercher des débouchés ailleurs pour nos produits manufacturiers. C'était pas du tout dans la pensée antérieure. La pensée antérieure, c'était on va produire des produits qui valent très cher, du sucre, du café, etc., du tabac, et puis après même du coton, l'essentiel, c'est les exportations de ces ressources très, très profitables. Hein. Dans le seconde forme, le colonialisme de type 2, il va y avoir aussi la recherche de marché. Alors après, votre question, j'ai dit donnant-donnant. Bon, alors oui, j'ai dit donnant-donnant. Il y a du donnant. Ce que je veux dire, je ne crois pas que dire donnant-donnant être contradictoire avec l'idée qui est
puisse y avoir, que les relations soient de pouvoir, ou les relations soient asymétriques. Les relations, il y a un faible et un fort, etc. Voilà. Je pense que lorsqu'on arrive à, vous en avez cité un, Bongo, bon, lorsqu'on arrive au niveau des élites africaines, elles ont des négociations, je te donne ça et tu me donnes plus que tu me donnes ça en échange, avec des élites françaises, éventuellement d'autres nationalités. Le fait que la négociation soit qu'est-ce que tu me donnes en échange, etc., fait pas forcément que la négociation est complètement que le rapport de force entre le capital français en général, les élites françaises en général et les élites africaines soit équilibré. Hein, j'ai pas voulu dire ça, mais que par contre il y ait du donnant-donnant. Donnant-donnant, ça veut dire aussi que d'une certaine façon, certaines élites africaines ont acheté, à travers cet échange, le soutien de la France, leur maintien en place, l'appui financier nécessaire pour rester en place, etc. etc. Voilà, je pense qu'il peut y avoir aussi du donnant-donnant à l'heure d'aujourd'hui entre des élites africaines et le pouvoir russe. Voilà. C'est pas spécifique à la relation franco-africaine, hein, de toute façon, hein, d'avoir des échanges comme ça. C'est ce que j'ai voulu dire, sans pour autant vouloir dire que le rapport de force est complètement équilibré, quoi, hein, qu'on a deux boxeurs qui sont exactement du même poids et qui sont sur un ring plat. Voilà, mais je veux bien concéder par ailleurs peut-être un biais cognitif. Vous avez évoqué à plusieurs reprises une équipe qui a travaillé autour de vous pour cette étude, et j'aurais juste voulu savoir comment vous organisiez, combien d'équipes vous étiez et quelles étaient les contributions de chacun derrière les résultats que vous nous présentez aujourd'hui. Alors, les gens concernés sont remerciés évidemment au début du livre. Le livre se repose et cite une série de travaux qui sont des articles co-signés avec une série de co-auteurs. Hein. Donc c'est aussi à travers ça que voilà. Moi ce projet est un projet de très longue haleine pour moi, puisque ça fait peut-être à peu près 20 ans que j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Avec une petite équipe dont la géométrie a changé à force que les gens ont des trajectoires de vie, etc. Mais c'est important de voir que c'est une toute petite équipe. Donc, j'ai une collègue de très longue date qui s'appelle Sandrine Mesplesson, voilà, que je cite, etc. J'ai un ancien doctorant, maintenant néanmoins ami, comme on dit, qui s'appelle Yannick Dupraz. Donc, je peux citer au moins ces deux noms, parce que j'ai écrit beaucoup d'articles, etc., qui sont tous dans le livre, etc. Alors après, comment ça s'organise? C'est quand même... Alors, on est à un âge numérique, hein, donc on parle d'humanité numérique, donc ça veut dire que la collecte d'archives, c'est sûr que pour être juste aussi avec des gens comme Jacques Marseille, etc., ils ont travaillé à un âge où la collecte d'archives était moins facile, parce qu'on n'avait pas des outils, même ne serait-ce que les tableurs Excel n'existaient pas, etc. Donc il y avait plein de choses qui rendaient plus difficile la collecte de masse de données, hein, et le livre se repose largement sur des très grosses masses de données, des très grosses exploitations d'archives, qu'il s'agisse des archives à la Bibliothèque nationale de France, aux archives du Sénégal, etc., des archives donc coloniales, mais aussi, par exemple, le livre utilise les données des dossiers individuels qui sont conservés dans la caserne Bernadotte de Pau des tirailleurs sénégalais. Donc on a aussi une grosse masse d'archives sur les tirailleurs avec leur taille en centimètres, etc., qu'on analyse, etc. Donc il y a beaucoup d'archives. Vous disiez comment ça s'organise. En pratique,
on lève des... voilà, je suis un chercheur, je vais lever des fonds auprès du système. Je suis entièrement... je rends grâce d'ailleurs dans mes remerciements aussi au système de recherche publique français. Et puis, je vais lever des fonds auprès de l'Agence nationale pour la recherche, voilà, sur la base d'un projet comme ça. Et avec ces fonds-là, une petite équipe de chercheurs que je coordonne embauche des jeunes qui sont soit en master, soit en doctorat s'ils n'ont pas de financement de doctorat, pendant des périodes de cours pour continuer la collecte que nous on a commencé, parce que en pratique, je peux pas tout collecter par moi-même. Et même si on est à l'âge numérique, il faut encore prendre des photos de documents, il faut encore les saisir, ces photos, etc. C'est très intensif, ça reste intensif en main-d'œuvre. Ça l'est de moins en moins d'une certaine façon, parce que maintenant, des outils qui n'étaient pas disponibles il y a 10 ans, que j'utilise désormais, permettent en particulier les machines lisent maintenant, beaucoup mieux les documents. Donc on scanne, mais ensuite il n'y a pas quelqu'un derrière qui regarde la photo et qui entre ça dans Excel ou dans un tableur, etc. Là c'est la machine qui lit le truc. Et la machine commence à lire, je dis la machine, mais l'intelligence artificielle commence à lire, reconnaître le manuscrit. Donc les dossiers, par exemple, de tirailleurs sénégalais dont je parlais, ils sont manuscrits à la plume sergent-major, voilà, comme ça. Finalement, on arrive à les lire maintenant. Voilà. Donc, mais auparavant, et je dis encore, c'est vraiment une petite équipe, hein, donc c'est pas comme si... C'est pour ça que ça prend énormément de temps aussi, c'est pour ça que ça nous a pris 10 ans, hein, aussi probablement. Hein, et il y a beaucoup d'allers-retours vis-à-vis des archives, parce que, voilà, on a besoin de retourner, on s'est dit, oh, j'ai pris ça, mais en fait je comprends rien, il faut que j'y retourne, etc. Donc il y a aussi beaucoup d'allers-retours vers des archives. Mais en même temps, cette archive coloniale, elle est extraordinairement vaste, hein, donc la raison pour laquelle il y a peu de travaux d'histoire économique et sociale sur l'empire colonial, etc. Enfin, je trouve qu'il y en a relativement peu, et pas que les miens, hein, quand même. Mais c'est pas tellement parce qu'il n'y a pas de documents, hein, c'est pas tellement parce que l'archive est vide, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent dessus. Quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à votre question. J'ai une question sur l'archive pour compléter. Oui, oui. Du coup, on voit bien, il y a une traçabilité possible des documents qui sont produits par les administrations coloniales, les dossiers des tirailleurs sénégalais. Comment vous faites pour retrouver des archives sur le capital qui est investi dans les colonies parce que, comment vous retrouvez la trace de ces investissements, de ces flux-là? Quelles archives vous consultez? Comment vous arrivez à établir les chiffres que vous établissez en dehors des investissements de l'État? Oui, il y a des sources très différentes. Pour le capital privé, c'est pas du tout pareil que les comptes publics. Donc, quand on parle effectivement du financement métropolitain, tout ça, c'est les comptes publics, des ministères, des administrations coloniales, etc. C'est des comptes compliqués, hein, parce que tout est emboîté. Voilà, il faut consolider, comme on dit, les comptes aussi. Alors, sur le côté privé, il y a une source qui est quand même importante. La première source, c'est la Bourse de Paris, tout simplement, la Bourse de Marseille, la Bourse de Bordeaux. En fait, comment ça se présente le capital des entreprises, le capital colonial, c'est la plupart du temps, heureusement d'une certaine manière pour l'historien ou l'historienne, la plupart du temps, les grosses sociétés, ce sont des filiales. Donc, ce sont des filiales créées par... soit ce sont des entreprises qui sont juste une plantation en Indochine créée par un gars qui est allé en Indochine créer sa plantation, ou bien ça va être une filiale de Michelin, mais elle va avoir son nom propre, et donc elle va être cotée en bourse en son nom propre. Et l'essentiel de son activité va être dans les colonies, dans une colonie d'ailleurs même. Et donc on a collecté l'ensemble des sociétés cotées à la Bourse de Paris entre 1880 et 1962. Et les annuaires des fossés de la Bourse de Paris, quand une entreprise est cotée à la Bourse de Paris, on a tout l'historique qui précède. Donc en fait,
Voilà. Donc on a la vision. Alors ça sélectionne un peu les grosses. Hein, le gros capital, mais ça fait beaucoup, quoi. Ça fait le gros aussi, hein, de cette manière. Après, il y a une autre source en réalité, c'est les annuaires des entreprises coloniales. Il y a l'Union coloniale française, qui est une sorte d'annexe de la Chambre de commerce de Paris dédiée aux colonies, une sorte de syndicat en fait patronal pour le patronat qui s'intéresse aux colonies. Publier chaque année un annuaire des entreprises. Voilà. Et donc c'est des entreprises, soit c'est donc c'est beaucoup, pour l'essentiel, des entreprises localisées aux colonies, voilà. Pas forcément cotées, du coup. Donc c'est beaucoup plus vaste l'ensemble. Donc là on a des listes et des listes et des listes avec le capital. Voilà. Voilà. Et donc, quand les investissements qui sont faits, c'est des investissements par action. On voit des augmentations de capital. Et on attribue ces augmentations de capital à une année donnée, puisque entre l'année d'avant, il n'y avait pas cette augmentation de capital. Et ça nous donne les investissements privés. Bah, je vous la fais courte, hein, mais voilà. Donc, il y a des sources. Oui, il y a des sources. Il y a des sources donc spécifiques pour opérer les entreprises privées. Et ces annuaires des entreprises coloniales, ils ont même continué un petit peu après, après ça s'appelait annuaire des entreprises outre-mer. Voilà, donc ça a continué. C'était la vocation de ces annuaires, au départ, c'est la pub. C'est-à-dire qu'on dit, quelqu'un, vous qui voulez vous installer aux colonies, regardez tout ce qu'il y a déjà. Et donc on regardait, voilà, et puis donc ça faisait la pub aussi des messageries, des compagnies de navigation, etc. Tout ce qui connectait aussi l'économie métropolitaine avec l'économie locale. C'est à propos des dépenses militaires. Si c'est 4/5e, si j'ai bien suivi, des dépenses globales, et des 1% lycée, il y a quoi dans ces dépenses militaires? De l'armement, des équipements sur place et des soldes. Et on peut se dire que les soldes, elles ne sont pas toutes dépensées sur place et qu'elles reviennent en France. Donc en fait, à quel point vraiment ces sous-là aussi sont ventilés, combien ça représente les soldes des Troufions dans la période, on va dire, avant crise et pendant la période crise? Alors, je ne sais pas si je vais avoir la réponse exactement combien c'est la solde des Troufions, mais vous posez c'est juste de poser la question. Pas dépensé là-bas, du coup. Elles sont pas. Non. Mais alors, attendez. Oui. Alors, la question de savoir si c'est dépensé là-bas, c'est une autre question. La question de savoir combien d'argent a été dépensé pour le fonctionnement des armées coloniales. C'est une première chose. Le fait de savoir si l'officier français qui recevait sa solde, étant basé à Alger, rapatriait une partie de son argent pour s'acheter une villa sur la Côte d'Azur, c'est une autre question, une autre chose. Et ces des questions sont d'ailleurs très distinctes. Effectivement, la première question est une question de compte public qui, au bout du compte, les lignes budgétaires françaises dédiées à payer des gens qui opéraient aux colonies, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient éventuellement fonctionnaires civils, combien d'argent a-t-on dédié à ça? Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que les gens ont fait de cet argent? Et en particulier, bien sûr, mais les fonctionnaires militaires ou civils même d'ailleurs, gagnaient effectivement des salaires qui étaient largement bonifiés aussi parce que précisément ils touchaient un supplément colonial du fait d'être expatriés dans les colonies, ils touchaient des salaires que probablement, que pour partie, ils épargnaient, ce qui leur permettait de faire des belles carrières et puis aussi de préparer leur retraite. Donc ça fait partie des retours de capitaux dont j'ai parlé, c'est-à-dire ce qu'on compte aussi dans les recours aux capitaux. Ce que j'ai appelé retour de capitaux, par exemple, je vous ai montré retour de capitaux autour des indépendances, ça devient très important, etc. Ce qui revient, c'est pas juste les pieds noirs avec leur valise de billets, c'est dans les retours de capitaux, il y a des dividendes qui sont par exemple payés par les entreprises localisées sur place qui payent des dividendes. D'ailleurs, dans les annuaires, on nous dit, parce qu'on fait la pub aussi pour les actionnaires, achetez des actions et vous regardez les dividendes que vous recevrez. Voilà, il y a les dividendes. Et il y a des rapatriements de bénéfices d'entreprises, mais il y a aussi des rapatriements d'épargne. Et même, en fait, il y a par exemple des pensions de retraite. Donc les pensions de retraite des fonctionnaires qui étaient les fonctionnaires retraités qui prenaient leur retraite, allez, je vais dire à Lille, non, sur la Côte d'Azur, je vais dire sur la Côte d'Azur, mais disons à Lille, même à Lille, la plupart allaient sur la Côte d'Azur, hein, mais prenaient leur retraite sur la Côte d'Azur,
leur retraite était toujours payée par l'administration coloniale. Donc, si vous voulez, les impôts prélevés sur place continuaient à payer les retraites des fonctionnaires qui avaient servi aux colonies. D'accord ? Donc, il y a aussi, donc, dans tout ce qui revient, il y a ce que vous dites, hein, c'est-à-dire le salaire du militaire, Et donc, ce qui est important pour nous, pour établir ce qu'on appelle une balance des paiements, là, vraiment, je rentre dans la technicité économique, hein, c'est deux choses différentes. Combien de transferts budgétaires, et puis d'autre part, quels sont les flux de paiement de part et d'autre, parce que ces transferts budgétaires, ils rentrent, une partie ressort, mais c'est plus de l'argent public qui ressort, c'est de l'argent public payé à des gens qui en font un usage, soit sur place, etc. Et ça, on arrive à le quantifier, effectivement. À la fin, on arrive à peu près à quantifier. Sauf que ce qu'on arrive à quantifier, c'est le global. C'est-à-dire ce qui sort, c'est une espèce de somme composite de ce que vous dites, le militaire qui s'achète sa villa Côte d'Azur, et les dividendes, les machins, les trucs, etc. Tout ça, je peux dire que les retours de capitaux, les retours de ce qui sort a dominé ce qui est rentré, mais je ne peux pas vous dire la composition de ce qui sort. Voilà. Alors, quant au poids de la solde dans les dépenses militaires totales, donc c'est la solde des officiers, c'est l'entretien des tirailleurs sénégalais qui pour la plupart sont conscrits, donc en fait ne reçoivent pas de solde, ils sont juste nourris, logés, blanchis si on veut, au sens où ils sont dans leur caserne, et comme un conscrit standard, ils ne touchent pas de solde. S'ils sont volontaires, ils touchent une petite solde. Hein. Je crois que je me risquerais à dire que dans l'ensemble des dépenses militaires, mais il faudrait que je vérifie, parce que là j'ai pas la réponse en tête, je me risquerais à dire que c'est au moins la moitié, je dirais 60% du total des dépenses. Sinon, effectivement, il y a des achats de matériel, hein, on achète des fusils, des balles, etc., qui viennent éventuellement sur... Voilà. Alors, il y a des cas où c'est pas des achats, il y a des cas où les dépenses sont exécutées en métropole. Par exemple, pendant la guerre d'Algérie et pendant la guerre d'Indochine, si ça vous intéresse, en réalité, une partie des régiments sont entraînés à Marseille, ou entraînés, etc., au départ, et ils sont équipés sur place, d'accord, et ils sont envoyés ensuite direct. Ça fait pas un flux financier. Voilà. Si vous voyez, bon, c'est compliqué, hein, mais on compte tout ça. On est obligé de compter tout ça bien séparément, c'est-à-dire de dire par exemple une partie des dépenses. Donc du coup, il y a bien des dépenses militaires, par exemple pendant la guerre d'Algérie, 50% des dépenses militaires pour la guerre d'Algérie, donc quand je vous dis ça fait 3% sont exécutées en France. Mais il n'en reste pas moins que ce sont des dépenses pour la guerre d'Algérie, d'accord. L'entraînement des conscrits français pour aller en Algérie, 50%. C'est pareil pour la guerre d'Indochine, c'est à peu près 50% sont exécutés en France. Et après, les mecs vont avec leurs bardas, etc. Mais 50% du reste sont exécutés en Algérie ou en Indochine. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à peu près. Ouais. Merci. Dans ce graphique-là, qui est vraiment extraordinaire, hein, qui est très parlant, ce qui est en dépenses civiles, c'est les subventions. Il y a aussi toute une partie de prêts. Hein. Je me souviens des travaux d'Élise Huillery là-dessus. Ça représente quoi, en fait, sur la fin de la période, ça représente quoi? Et en fait, quand on arrive au moment des indépendances, ça représente quoi par rapport aux économies coloniales, et qu'est-ce que ça devient après, ces emprunts, ces dettes coloniales? Oui, enfin, je veux dire, là, c'est pas la. Enfin, là, il s'agit effectivement, quand on dit subvention, c'est net, il s'agit de dons. D'accord ? C'est bien, oui, voilà. C'est hors emprunt. Donc, par ailleurs, les États coloniaux financent une partie de leurs dépenses, notamment aussi d'infrastructures, en émettant des bons et donc en empruntant sur le marché de Paris. Et donc, il y a des gens, comme les gens achetaient des emprunts russes à une époque, ils achètent des bons coloniaux. C'est garanti par l'État métropolitain, donc c'est assez sûr, c'est pas très rémunérateur, mais c'est des taux d'intérêt qui sont un peu plus élevés que ceux du marché, mais voilà. Ça, c'est pour la période avant 45. Mais ces prêts-là, disons, d'avant 45, qui sont en fait, où les États coloniaux empruntent sur le marché de Paris auprès de porteurs de titres privés, hein, vous et moi, nous aurions pu acheter des bons comme ça, coloniaux, vont être grosso modo pour l'essentiel entièrement remboursés, hein. Donc il y a zéro subvention là-dedans, parce que ces taux d'intérêt, c'est des taux d'intérêt de marché, d'accord. Donc il n'y a pas de subvention publique, il y a la garantie publique, il y a la garantie de l'État. Mais ces prêts vont être remboursés rubis sur l'ongle et payés avec les impôts prélevés sur place, hein. Donc on rembourse simplement ces emprunts.
Ils vont en plus énormément perdre de la valeur entre 1940 et 1949, disons, ou 50, à cause de l'inflation énorme qui existe en France à ce moment-là, et qui fait que des prêts qui étaient libellés dans les francs de 1930 n'ont quasiment plus de valeur. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quel emprunt, pour les prêts consentis à l'Argentine comme à la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien de spécifique aux colonies de ce point de vue-là. Donc ça, c'est pas des subventions, etc. Après 1945, ça change, le monde change, et aussi à travers derrière, il y a ces subventions-là, mais il y a aussi des emprunts. Là, cette fois-ci, c'est d'État à État. Donc c'est l'État métropolitain qui prête à l'Algérie, qui prête à la Tunisie, qui prête au Maroc. C'est aussi un peu à l'AOF. Mais c'est surtout pour les États du Maghreb, d'ailleurs. Là, on a des prêts bilatéraux, qui sont à des taux subventionnés, d'accord ? Donc, c'est des taux, c'est 1,5% par exemple, alors qu'à ce moment-là, l'État français emprunte à peu près à 3%. Donc, il y a une subvention. Donc ça, d'une certaine façon, c'est un don implicite, et c'est là-dedans. C'est déjà, on l'a compté là-dedans. Ça ne fait pas beaucoup. C'est-à-dire que le spread, comme disent les financiers, de taux, n'est pas suffisant pour faire une grosse... Là. Et ensuite, vous posez une question supplémentaire, qui est effectivement importante. Alors, ces prêts, ces emprunts, on arrive en 1956 pour la Tunisie et le Maroc, on arrive en 62, etc. Ils ne sont pas complètement remboursés. Le principal de ces emprunts n'est pas complètement remboursé. Ils ne vont pas être remboursés. Et donc, en fait, ils vont être répudiés. La France va accepter. Les gouvernements vont traiter largement cette dette comme une dette odieuse, on dirait aujourd'hui, d'une certaine façon, et vont dire, bon, écoutez, non, ça va aller. Et alors, on n'a pas pu se confirmer dans tous les cas de figure, c'était le cas, parce que ça suppose, on a cherché, là, les archives, pour le coup, les archives économiques qui se trouvent à Savigny-le-Temple, qui sont les archives de Bercy, là, pour le coup, où on trouve les négociations d'annulation des prêts. Alors, on peut calculer, précisément, alors ça fait une autre, et on l'a prise en compte, ça fait une autre subvention, si on veut, du contribuable français puisque on aurait dû, les États coloniaux auraient dû rembourser ces prêts, ils ne l'ont pas fait, et donc ça c'est comme dans l'aide au développement à l'heure d'aujourd'hui, quand on annule la dette d'un pays, c'est compté comme une aide. On l'a compté donc comme une aide, un peu forcée, là, puisque les États ont dit allez vous faire voir avec votre dette coloniale. On l'a compté comme une aide. Ça fait, c'est pas négligeable pour la Tunisie et le Maroc, mais ça ne change pas les bilans, quoi. Ça ne change pas le bilan global du bon marché, quoi. C'est ça que je veux dire. J'ai même, je ne sais pas si j'ai la preuve. Je crois que j'ai la preuve un peu, parce que je crois qu'il doit y avoir une colonne. Voilà. À un moment, on a cherché, on s'est dit bon. Si on était aujourd'hui aux Nations Unies ou à l'OCDE, comment aujourd'hui on compte l'aide au développement? L'aide au développement, ça peut être des dons, voilà, et ça peut être des dettes aussi, des subventions de dettes. Dans les dons civils, on compte les subventions des taux, mais aussi si on annule la dette à l'indépendance, combien ça fait, vous voyez. Là, en pourcentage du PIB de la France, l'annulation des dettes de l'indépendance, dans la dernière période, entre 1946 et 1962, ça fait 0,13% du revenu français annuel. Voilà. Et donc à la fin, je vous passe les détails, mais à la fin, on essaie d'appliquer les critères qu'on appliquerait aujourd'hui pour se poser la question, est-ce que la colonisation, c'était de l'aide au développement ? Et ce qu'on obtient en étant très généreux avec la colonisation, ce qu'on obtient, c'est que la colonisation a financé l'aide au développement selon les critères d'aujourd'hui. D'accord ? Selon les critères d'aujourd'hui, la colonisation a déboursé une aide au développement équivalente au maximum, en étant très généreux. C'est-à-dire en comptant une partie des dépenses militaires à l'intérieur, ce qui n'est pas en général compté. Ça serait au maximum 0,40%, sachant que l'objectif des Nations Unies, c'est 0,7%. Donc la colonisation ou la mission civilisatrice dont se paraît la colonisation, ce n'était pas de la super aide au développement. C'est le moins qu'on puisse dire. D'accord ? Donc voilà, c'est 0,40%, sachant qu'aujourd'hui, donc
La France d'aujourd'hui dépense 0,55% de son PIB dans les développements. Elle ne satisfait pas à l'objectif des Nations Unies non plus, de 0,7%. Merci Denis Cognot. Merci.